Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce N-apéro dédié au circuit court. Nous sommes très heureuses de vous accueillir avec ma collègue Colline Baboudou pour animer ce temps d'échange à l'heure de l'apéro. Nous travaillons toutes les deux avec Colline donc à Payet-Quartier de Nouvelle-Aquitaine, centre de ressources sur le développement territorial. Et nous sommes très fiers d'animer cette table ronde parce que nous travaillons spécifiquement sur les questions alimentaires, agricoles et donc à travers l'animation du réseau des acteurs des démarches alimentaires territoriales sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être quelques petites précisions techniques pour faciliter les échanges pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Vos micros sont coupés, vous ne pouvez donc pas intervenir oralement. Si vous avez des remarques techniques, on vous invite à les indiquer sur la droite dans la rubrique chat. C'est aussi l'endroit pour faire passer peut-être des articles ou des liens divers suite aux interventions des participants. En revanche, si vous avez des questions, tournez-vous sur la rubrique questions bien précise et non dans le chat. Vous pourrez même voter pour les questions d'autres participants pour les faire remonter. Et nous rappellerons régulièrement aux intervenants qu'ils peuvent vous répondre en direct aussi dans cette rubrique-là pour plus d'interactivité, toujours malgré l'éloignement. Enfin, nous allons vous proposer quelques sondages aussi, donc dans la troisième rubrique. Pendant tout le N-apéro, vous n'aurez qu'à suivre les instructions et la petite notification point rouge qui se mettra à côté de sondage pour suivre et pouvoir répondre. Merci en tout cas d'être si nombreux. Peut-être je vous passe la parole. Sébastien Aufort, vous êtes directeur de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Parlez-nous un peu de cette ambassade de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, bienvenue au nom de l'équipe de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, pas tout à fait à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, mais dans un événement qu'on a de plus en plus plaisir à organiser. Je vous prie d'excuser notre présidente et le président du conseil régional qui ne sont pas avec nous ce soir. Alors oui, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, on dit, c'est l'ambassade de la région et de toute sa richesse. On accueille au centre de Paris les entreprises et les acteurs qui font la Nouvelle-Aquitaine, avec un centre d'affaires notamment, des salles de réunion à des conditions très préférentielles pour des structures qui viennent de Nouvelle-Aquitaine. Et puis nous sommes aussi un lieu d'événements, de rencontres, de promotion. Et puis on participe au rayonnement, à l'attractivité de la région. Et pour cette mission-là, une ambassade, ça a besoin d'ambassadeurs. Et pour nous, les alumni, donc c'est-à-dire des actifs qui sont passés par un établissement d'enseignement supérieur néo-aquitain, doivent être des ambassadeurs. Ils ont évidemment apprécié le temps qu'ils ont passé en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, notre job, c'est de faire durer ce lien qu'ils ont avec la région. Et cette année, en 2021, on organise 10 tables rondes comme celle-ci, comme ce soir. Ce soir, c'est avec grand plaisir qu'on co-organise ce rendez-vous avec Bordeaux Sciences Agro et les alumni de cette école. 3 de nos partenaires à la MNA sont aussi de la partie, le conseil régional bien sûr, la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine dont je salue la vice-présidente et l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, l'ANA, dont le vice-président interviendra lui aussi tout à l'heure. Voilà, je voudrais d'ailleurs saluer les nombreux intervenants de ce soir. Merci à monsieur le sénateur Gillet de sa présence et puis merci à notre duo d'animatrices qui vont donc prendre le relais pour accompagner ce temps-là. Last but not least des remerciements, ces soirées alumni, elles sont permises par l'accompagnement de 2 entreprises mécènes et donc un grand merci au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et à EDF. Merci à ces 2 entreprises pour leur soutien à un programme qui fait rayonner les territoires, appuie le développement économique, appuie la formation et la jeunesse, appuie l'innovation, la science. Voilà, c'est un peu tout ça, ces tables rondes alumni, et c'est pour ça que l'ensemble de ces partenaires s'y engagent. Alors, à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble de nos événements de type rencontres, tables rondes, conférences, etc., s'appellent des apéros de Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, le couvre-feu, aujourd'hui 9 juin, est reporté à 23h, mais là, c'est l'heure de l'apéritif. Donc, on vous propose un tout petit temps apéritif. En ce moment, c'est le Lot-et-Garonne qui est à l'honneur dans nos murs à la MNA.
Petit rappel, lors d'une apéro 3, pour ceux qui étaient déjà là, on vous faisait déguster virtuellement un gin bio du Lot-et-Garonne. Sur le apéro 4, c'était une conserverie artisanale, la maison Torres. Donc, on était sur les pâtés, le porc, le canard gras. Et donc, aujourd'hui, pour compléter encore cet apéro Lot-et-Garonnais, j'espère que votre verre est plein parce qu'on va rester sur le solide. Et nous, on vous propose de rencontrer la ferme du Ciron, donc une pisciculture dont les produits sont à retrouver dans notre boutique jusqu'au 23 juin. Parce que je le dis aux Parisiens, et je vais en terminer par là, nous aussi, on fait du circuit court. Nous avons sans intermédiaire des produits de la région en direct des producteurs. Et donc, pour 2 semaines encore exactement, vous retrouverez chez nous une vitrine gourmande du Lot-et-Garonne. Voilà. Je vous laisse avec Olivier de la ferme du Ciron. Merci encore à tous. Bon apéro, bonne table ronde. Merci. Oui, bonjour à tous et merci de l'invitation. Et puis, donc, je vais vous présenter très rapidement donc, nos produits. Comme on parlait d'apéro, j'ai préparé une petite planche apéritive qu'on peut faire avec de chez nous, donc avec de la truite fumée, des œufs de truite, de la truite gravlax, du tataki de truite et des rillettes de truite à tartiner, etc. Donc ça se marie très bien évidemment avec un bon vin, un marmandé ou un busette pour le Lot-et-Garonne, mais tout bon vin. Voilà. On n'en manque pas en Nouvelle-Aquitaine, on n'en manque pas. Oui, de toute façon, un bon Bordeaux. Il y a des très bons vins en Nouvelle-Aquitaine, effectivement. Donc, on travaille, on est indépendant, on travaille beaucoup en circuit court. Tout ce qui est évidemment fourni des magasins de producteurs, principalement dans le Lot-et-Garonne, en Gironde, dans les Landes, Tarn-et-Garonne. On travaille en local énormément avec beaucoup de restaurants aussi, sur Agen, Bordeaux, Marmande aussi. Voilà, on travaille aussi pour les collèges du département, puisqu'on a un contrat spécifique avec le conseil général. Et donc, voilà, on est principalement en circuit court. Donc, on est tout à fait dans le thème de la journée. Voilà. On produit 50 à 70 tonnes de truites. On élève nos truites, on les transforme sur place. On a un atelier de transformation qui nous permet de tout faire sur le site de la ferme du Ciron, qui est, je ne l'ai pas dit, mais dans Lot-et-Garonne, mais au sud du Lot-et-Garonne, donc dans la forêt des Landes, en fait, dans la forêt des Landes de Gascogne, au milieu des pins, au bord de la rivière du Ciron, qui est très connue aussi pour traverser le Sauterne, mais avant le Sauterne, elle traverse la pisciculture du Ciron. Donc, voilà, on est vraiment dans le local et on travaille principalement en circuit court. Merci beaucoup, Olivier, pour cette petite présentation de votre exploitation. Merci aussi, Sébastien. Donc, belle introduction appétissante pour ce N-apéro. Peut-être, du coup, j'invite tous les intervenants qui vont nous accompagner jusqu'à… Merci pour cette dernière vision. En tout cas, pour nous, ce n'est pas encore le moment. Donc, tous les intervenants, vous pouvez monter sur scène. Et Colline, je te laisse présenter un peu comment va se dérouler ce N-apéro. Tout à fait. Du coup, Sébastien, il dit merci beaucoup et bienvenue aux intervenants. Alors, donc, tout d'abord, on va s'interroger lors de cette soirée sur les différentes problématiques qui émanent un petit peu des circuits courts. Donc, qu'est-ce qu'un circuit court? Pourquoi préconiser ce type de circuit? Quel projet en Nouvelle-Aquitaine? Mais encore aussi, comment participer à cette dynamique en tant que citoyen? Donc, dans un premier temps, nous reviendrons sur la définition de ce terme de circuit court en mettant en avant des définitions collectives. Et nous terminerons avec un second temps où nous nous interrogerons sur comment s'organisent les circuits courts et de proximité en Nouvelle-Aquitaine. Donc, tout d'abord, sur le premier temps, j'accueille Hervé Gillet, qui est sénateur de la Gironde, Nathalie Corrade, économiste et enseignante, chercheuse à Bordeaux Sciences Agro, Marie-Hélène Cazobon, agricultrice et présidente de la Chambre d'agriculture des Landes et vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que Stéphane Marteau, chargé de développement marché de proximité au sein de l'unité circuit court de la région Nouvelle-Aquitaine. Zoé vous présentera tout à l'heure nos 4 autres intervenants, donc France Génaud, Bernard Delhomme, Thierry Pousson. Du coup, je vous invite à quitter la scène pour ces 3 personnes.
Et donc, nous passons tout de suite au premier temps sur les définitions collectives. Donc, APQNA, on adore les définitions collectives, car nous croyons que c'est en prenant en compte l'intégralité des points de vue que l'on pourra vraiment avancer collectivement dans ces projets de transition. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une grande variété d'acteurs qui peuvent nous éclairer sur différents aspects des circuits courts. Donc, tout de suite, j'appelle Hervé Gillet s'il peut remonter sur scène, parce qu'il nous manque cet intervenant. Sinon, le temps qu'il se connecte, nous pouvons démarrer avec Nathalie Corrade. Donc, je le répète, vous êtes économiste et enseignante-chercheuse à Bordeaux Sciences Agro. Vous travaillez avec vos équipes sur de nombreux programmes de recherche sur les circuits courts depuis des années et faites partie du réseau Mix Technologique Alimentation Locale. Et pour vous, c'est important de bien savoir de quoi on parle quand on parle de circuits courts. Et vous préférez même parfois d'autres formulations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bonsoir et bonsoir à tous les participants à ce séminaire virtuel, on va dire. En fait, c'est pas que j'ai une préférence. En tous les cas, c'est clair que quand on travaille sur ces sujets, il faut qu'on soit un tout petit peu plus précis que ça. Parce que quand se sont développés les circuits courts, on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Et donc, pour travailler sur ces sujets, il fallait être un petit peu plus précis. Et en fait, nous, on fait quand même la différence entre circuits courts et circuits de proximité. Parce que voilà, les circuits courts, ce sont effectivement des circuits de distribution qui raccourcissent fonctionnellement le lien entre le producteur et le consommateur final. Et voire même depuis 2009, il y a donc une forme de définition officielle qui avait été donnée par Michel Barnier qui dit que un circuit court, c'est voilà, un circuit dans lequel on a au plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Alors, cette définition, elle peut se discuter parce que dans certaines filières de production, des fois, ne dire qu'un seul intermédiaire, ça peut poser effectivement question. Je pense notamment à plutôt des productions de type animal. Mais le circuit court, du coup, donc c'est un système de distribution particulier pour les agriculteurs. C'est pas nouveau, puisque en fait, historiquement, quand même, les agriculteurs, c'était plutôt le système qu'ils utilisaient avant qu'ils rentrent dans un processus de développement agricole qui a effectivement plutôt allongé le circuit de distribution. Mais il ne dit rien sur, finalement, qui est ce consommateur qui est au bout. Et donc, effectivement, petit à petit, notamment en recherche, on a dit il faut un petit peu préciser et on utilise le terme de circuit de proximité pour pouvoir parler cette fois-ci non pas d'une proximité relationnelle ou fonctionnelle entre le producteur et puis le consommateur final, mais d'une proximité de type géographique. C'est-à-dire que là, le circuit de proximité, c'est de la production locale pour des mangeurs ou des consommateurs locaux, donc avec effectivement une proximité géographique. Alors, du coup, ça pose des tas de questions, parce que du coup, ça pose la question de c'est quoi le local, c'est quoi la proximité géographique, c'est 20 km, c'est 80 km, c'est la région, c'est le département, c'est la commune, c'est le pôle territorial, voilà. Donc, ça pose la question de ce que l'on met effectivement derrière cette proximité géographique. Mais la différence, elle est quand même sacrément importante parce que lorsqu'on veut promouvoir effectivement ces systèmes-là, ce n'est pas tout à fait la même chose de promouvoir du circuit court et de promouvoir du circuit de proximité, sachant qu'en plus, les deux peuvent se combiner. Je peux avoir des circuits courts de proximité, des circuits courts qui ne sont pas de proximité. Quand je vends dans le e-commerce un produit directement à un consommateur, par exemple chinois, du coup, je suis sur un circuit court, mais pas de proximité, donc avec de l'éloignement géographique. Et puis, je peux avoir donc du circuit de proximité qui est donc court. C'est ce qu'on appelle, nous, les circuits courts de proximité. Et puis, on a des circuits de proximité longs, c'est-à-dire que ce sont bien des circuits de distribution qui sont localisés, qui sont locaux, mais qui mettent en lien des acteurs économiques locaux de la chaîne alimentaire, producteurs, transformateurs, distributeurs, et puis peut-être d'autres, évidemment, acteurs de la chaîne alimentaire, mais ils sont localement circonscrits. Et donc, du coup, c'est important de différencier les deux parce que
quand on est, alors je pense notamment aux collectivités territoriales aujourd'hui ou aux acteurs publics qui portent ou accompagnent le développement de ces systèmes-là, ce n'est pas tout à fait la même chose de promouvoir du circuit court et de promouvoir du circuit de proximité. Parce que lorsque je veux promouvoir du circuit de proximité, il y a deux alternatives. La première, c'est j'essaie de remettre en lien des acteurs de la chaîne alimentaire sur un territoire donné qui n'avaient pas de lien. Voilà, par exemple, des agriculteurs avec des artisans des métiers de bouche qui ensuite vont effectivement éventuellement transformer le produit et puis le revendre ensuite à un consommateur local. Ou alors le créer ex nihilo, c'est-à-dire que dans certains territoires, il va falloir effectivement accompagner la création de toutes ces activités. Et c'est important parce que du coup, ce n'est pas tout à fait non plus la même forme de développement qui est derrière, en fait. Parce que le circuit court, c'est vraiment l'agriculteur qu'on va accompagner pour raccourcir son système de distribution vis-à-vis du consommateur, alors que le circuit de proximité, il engage quand même plusieurs activités. Et du coup, disons que je suis pas capable de vous dire quelle est la portée, la différence en termes de portée du développement, mais en tous les cas, c'est clair que ce n'est pas la même chose de faire du développement territorial à base de remise en lien d'acteurs d'une chaîne alimentaire et de faire qu'à partir des agriculteurs. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de différencier ces deux notions. Super, merci beaucoup Nathalie. Timing parfait. Et puis, ça me permet de faire la transition directement avec Marie-Hélène Cazobon, donc, qui est agricultrice dans les Landes sur une exploitation en polyculture élevage. Et donc, vous êtes également présidente de la Chambre d'agriculture des Landes et vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Donc, du coup, pour vous, de votre point de vue, les circuits courts et de proximité, c'est aussi une opportunité pour les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, effectivement, j'aurais pu rajouter, je suis également présidente du comité d'orientation agritourisme, circuit court, circuit de proximité et marque des chambres d'agriculture. Donc voilà, donc ça fait c'est une casquette qui regroupe alors tout ce que vous avez dit, madame, effectivement, circuit court, circuit de proximité. Pour moi, les deux existent, ne sont pas forcément, ce n'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, la chose commune aux deux, ce sont des agriculteurs qui valorisent leur production au travers de divers systèmes de commercialisation. Alors, le circuit court, oui, vous l'avez dit, c'est effectivement un seul intermédiaire. Alors, c'est une définition qui avait été donnée, je ne sais plus en quelle période, je ne sais plus à quelle occasion, mais voilà, c'est une définition comme une autre. Nous, aujourd'hui, au niveau des chambres d'agriculture, ce que nous souhaitons valoriser, c'est le travail des agriculteurs et effectivement les productions locales, les productions qui sont produites sur nos territoires, les mettre en avant, trouver des systèmes de commercialisation qui peuvent être en vente directe pour le coup. Alors, pour moi, le circuit court, c'est plutôt l'agriculteur qui est en vente directe. Donc, il y a plusieurs métiers à son actif. Il va être producteur, mais il va être aussi transformateur et il va derrière vendre sa production. Voilà, pour moi, c'est ce que nous, au niveau des chambres d'agriculture, on définit un peu comme le circuit court, la vente directe. Et ensuite, il y a tous les agriculteurs qui passent par des intermédiaires, alors qui fournissent des entreprises privées ou publiques, des coopératives, qui derrière vont faire la démarche de transformer leurs produits ou vendre un produit brut, mais un produit qui aura été, pour l'élevage, un produit abattu, voilà, ou transformé ou cuisiné. Et les deux existent, se côtoient sur le territoire, et c'est ça le paysage en fait de notre agriculture régionale, c'est d'avoir ces systèmes qui se côtoient avec des agriculteurs qui sont parfois sur les deux systèmes, parfois sur un système bien identifié, mais en tout cas, c'est toujours voilà, le travail d'un territoire, le travail d'un agriculteur et la volonté vraiment de rester sur son territoire, de valoriser son territoire au travers de sa production. Et c'est ça aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est important. Et je ne sais pas si je réponds à tout. Si vous avez une question plus précise, mais en tout cas, je développerai peut-être un peu plus tard. En tout cas, au niveau des chambres, de la chambre d'agriculture, de la chambre régionale, nous avons
alors, le contexte Covid a montré que les consommateurs avaient envie de se retourner plus vers le producteur de proximité, le producteur qui est en vente directe, parce qu'ils se sont rendus compte, en restant chez eux, en ayant les grandes surfaces ou les magasins fermés, qu'il existait des agriculteurs qui commercialisaient leur production, ou qu'il existait des magasins de producteurs qui mettaient leurs produits, valorisaient les productions. Et là, on a assisté à une explosion de ces systèmes de vente, ce dont nous nous félicitons vraiment. Mais derrière tout ça, il y a tout un accompagnement qu'il faut mettre en place. Alors, au niveau des chambres d'agriculture, nous avions déjà anticipé au travers d'actions que nous avions identifiées dans notre réseau, à savoir valoriser ou en tout cas permettre aux agriculteurs d'avoir une plus-value sur leur exploitation au travers de systèmes de commercialisation qui étaient raccourcis. Et au niveau de la chambre régionale, nous avions embauché, il y a plus d'un an de ça, une chargée de mission dont le rôle est de mettre en lien toutes ces initiatives qui sont sur les différents départements et de mettre en relation les uns et les autres, de valoriser tout ce qui est fait sur chaque département pour partager ces informations au travers de réseaux indépendants, mais aussi au travers des réseaux des chambres d'agriculture que sont les marques que nous portons, Bienvenue à la ferme, marché de producteurs de pays, les drives fermiers, voilà, tout ce qu'on a vu un peu, dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, qui existait avant, mais qui a été mis en lumière. Alors, grâce ou à cause, moi je dirais plutôt grâce, un malheur a fait peut-être le bonheur de notre profession qui a été reconnue un peu mieux, voilà. Mais en tout cas, c'est surtout au travers de ces systèmes de commercialisation qui sont raccourcis, c'est vraiment d'avoir le lien producteur-consommateur. C'est ça aussi qu'on a voulu aussi beaucoup valoriser au travers que l'on souhaite valoriser au travers de ces systèmes de commercialisation. Super, merci beaucoup pour votre réponse et ce complément de définition. Tant que Hervé Gillet, je vois que vous êtes connecté, je vous retourne la question. Bienvenue, vous êtes sénateur de la Gironde, membre du groupe Socialiste, écologique et républicain et vous travaillez plus particulièrement au sein de la commission aménagement du territoire et développement durable, dont l'alimentation durable et locale est un sujet assez prégnant. Donc, pour vous, les circuits courts, c'est aussi un véritable enjeu pour les territoires. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu dessus, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup. Merci également pour votre invitation et pour ces échanges. Comme vous pouvez le constater, le sujet de l'autonomie alimentaire monte énormément en puissance aujourd'hui, suite bien sûr à la crise sanitaire que nous avons vécue, en espérant de pouvoir en sortir assez rapidement. Et donc, la question de l'alimentation durable et locale est une question de plus en plus forte. Et donc, l'organisation des circuits courts dans les territoires, aujourd'hui, devient un véritable enjeu, un enjeu sur l'organisation territoriale et sur l'implication de l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient politiques ou du citoyen ordinaire. Et donc, ça concourt à créer une véritable dynamique quand on travaille, par exemple, sur les programmes alimentaires territoriaux. Et je crois que ça participe aussi à rénover une forme de démocratie territoriale pour aborder effectivement ces sujets. Alors, sur les circuits courts, donc, il y a eu déjà des éléments du débat, on parle toujours d'un intermédiaire, mais en fait, il faut les aborder aussi sur le fait de pouvoir faire en sorte de produire au plus proche de chez nous. Bien sûr, il y a des productions qui nécessitent des déplacements beaucoup plus importants, mais la question des circuits courts participe aussi à la transition écologique dans l'organisation des modes de production et nous invite aussi à repenser tous les circuits de logistique et d'organisation territoriale pour pouvoir délivrer au mieux aux consommateurs, aux restaurations collectives, une gamme de produits en espérant de pouvoir la livrer dans les meilleures conditions d'une part et de la livrer d'une manière régulière. Donc, ça crée en fait une véritable dynamique locale et ça participe aussi à certaines orientations de coopération territoriale. On en voit quelques exemples. Par exemple, la métropole de Bordeaux, aujourd'hui, lance des contrats de coopération avec d'autres territoires et la notion de la coopération alimentaire est une notion qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans ces contrats de coopération
coopération. Pourquoi? Parce que la métropole a besoin des restes de territoire, par exemple sur la Gironde, et donc pour pouvoir essayer de contribuer à développer son autonomie alimentaire, même si bien sûr on sera toujours loin de pouvoir le faire, mais en tout cas cette reconquête passe par des accords de coopération au niveau des territoires. Et donc ça met en perspective une nouvelle forme de participation gagnant-gagnant entre les territoires périurbains, les territoires ruraux et les métropoles. Et donc ça participe de cette nouvelle vision des coopérations territoriales sur lesquelles nous sommes plusieurs à travailler et qui, quelque part, nous orientent vers des nouveaux processus en fait, de décentralisation en s'appuyant en subsidiarité sur la capacité et les compétences de chacun. Et c'est une vision qui est particulièrement intéressante parce que, pour le coup, ça permet aussi aux territoires de s'organiser, de repenser effectivement cette démocratie territoriale en accompagnant un essor d'une production locale, en accompagnant avec des nouveaux circuits logistiques. Prenons un exemple. Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, vous avez des produits qui aujourd'hui passent par Rungis ou par Paris et redescendent sur la Gironde. Donc, il y a quand même une nouvelle pensée à avoir. Alors, bien sûr, cette organisation commerciale et logistique, elle est souvent tributaire des grands donneurs d'ordre, mais il faut repenser aujourd'hui aussi les circuits dans cette logique de circuits courts pour essayer de mobiliser la production locale, territoriale, départementale dans des processus de coopération aussi entre les territoires pour faire en sorte qu'on soit sur des modalités beaucoup plus vertueuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et puis, pour ne pas aller au-delà, ça permet aussi une nouvelle reconquête foncière, ce qui est un sujet qui est loin d'être négligeable. On le voit également sur le département de la Gironde, c'est peut-être repenser une nouvelle approche de la polyculture, parce qu'on a souvent été un peu trop dépendant d'une monoculture, et peut-être qu'il faut repenser les modes de production dans ce cadre-là, et avoir aussi une stratégie de reconquête foncière qui nous permettrait justement de redestiner un certain nombre de terres sur des productions locales. Donc voilà, tout ceci sont des enjeux particulièrement intéressants et qui, en termes de prospective, en tout cas, sont très porteurs, je trouve, sur ce que j'appellerais moi des nouvelles politiques aujourd'hui à essayer d'instituer. Beaucoup, monsieur le sénateur, pour cette définition en lien avec le territoire. Et enfin, nous allons terminer avec notre dernier intervenant, Stéphane Marteau. Vous êtes chargé de développement de proximité au sein de l'unité circuit court à la région Nouvelle-Aquitaine. Et de votre point de vue, et puis concernant vos fonctions, pour vous, les circuits courts et de proximité, c'est aussi un enjeu pour les entreprises et les filières. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur ce sujet-là ? Bien sûr, bonjour tout le monde. J'ai envie de vous dire, et quel enjeu, juste un petit rappel de chiffres. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, nous comptons 76 500 exploitations agricoles et quelques 13 000 entreprises agroalimentaires. On est également la première région en termes de nombre de produits sous signe officiel de qualité et d'origine. Donc on a ce lien fort à la gastronomie, on a cette référence emblématique de la gastronomie qui nous habite tous à un moment donné ou à un autre. Et comme le disait Madame Cazobon tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la Covid dans la mesure où effectivement l'enjeu est encore plus fort depuis que ce satané virus est passé par là et a joué un véritable rôle de catalyseur. Alors un rôle de catalyseur dans la prise de conscience par le consommateur que le premier gage de confiance et de sécurité, eh bien c'était la proximité. Toutes les enquêtes d'opinion, tous les sondages sont unanimes et vont dans la même direction à aujourd'hui. Et également en ce qui concerne les filières et les acteurs des filières et les professionnels, donc il y a cet enjeu de résilience qui est omniprésent depuis quelque temps et notamment il y a cette prise de conscience que la proximité permettait la captation de nouvelles parts de marché. Si il avait encore fallu le prouver, je pense que ça a été vraiment un véritable déclencheur. Et puis, au-delà d'un enjeu, c'est en train de devenir, comme je vous le disais, une impérative nécessité pour les acteurs économiques, puisque la structuration des actions de proximité, aujourd'hui, c'est devenu la vente directe,
la vente en circuit court, la vente en circuit de proximité, le déploiement des circuits alimentaires locaux, c'est devenu un positionnement qui est une impérative nécessité. Les marchés de proximité, c'est un segment de marché à part entière. La vente directe, de surcroît, permet en règle générale d'optimiser les notions de retour de valeur ajoutée vers les producteurs, ce qui n'est pas neutre, surtout à l'heure où on parle de la loi Egalim, où on parle de problématiques de dignes revenus, etc. Voilà. Je voulais aussi faire une référence à la notoriété de nos territoires, puisque la notoriété de nos territoires contribue au développement économique et au développement des circuits alimentaires locaux, mais inversement, la richesse de notre patrimoine gastronomique contribue aussi à ce que nos territoires soient dynamiques et attractifs. Enfin, je pense que c'est aussi un secteur qui est en train de s'ouvrir à de nouveaux modes de commercialisation. Alors, de surcroît avec ce révélateur Covid, mais d'une façon générale, les producteurs, les professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire se forgent un savoir-faire à l'utilisation des nouvelles technologies. Je vais faire référence notamment au système de drive. Madame Cazobon est très bien placée pour étayer mes propos, notamment avec les drives fermiers d'un côté, mais aussi, je pense, aux solutions numériques nouvelles, comme les marketplaces, par exemple. Donc, oui, il y a un enjeu majeur pour les filières, et la structuration de ces filières et leurs opérateurs économiques. Enfin, je terminerai juste avec un enjeu qui fait plus partie de l'arrière-cour, entre guillemets. N'oublions pas que la relocalisation des approvisionnements en matière première permet le développement de la valeur ajoutée sur nos territoires. C'est essentiel. Si on veut parler résilience, si on veut parler souveraineté, ça passera par de l'apport en valeur ajoutée sur nos territoires. Autrement, on ne pourra pas prétendre à atteindre nos objectifs et nos ambitions. Et puis aussi, toujours à l'heure du Covid, ça permet quelque part de sécuriser les approvisionnements. Et je crois que dans pas mal de secteurs, on aimerait bien avoir des approvisionnements de proximité à aujourd'hui, et pas que dans l'agroalimentaire. Voilà. Super, merci beaucoup Stéphane. Donc avec ces 4 définitions, on peut voir que ça réunit beaucoup d'éléments qui peuvent se rapporter au circuit de proximité et au circuit court. Donc bien sûr des pratiques vertueuses, la question de la remise de liens entre les relations agriculteurs et consommateurs, mais également aussi la faculté et la possibilité de faire fonctionner tous les échelons du système alimentaire, qui est assez important, notamment pour le développement des territoires, et cette question de la coopération et de l'organisation territoriale dont Monsieur le sénateur nous a parlé. Donc, pour ce premier temps, on a beaucoup d'éléments pour définir ces 2 notions, et nous allons continuer à en discuter avec Zoé Pujol et les 3 autres intervenants que j'invite à revenir sur scène. Merci beaucoup, Colline. Merci à tous pour ces interventions qui nous ont bien aidés à partager une définition collective de ces circuits courts et de proximité. Avant de lancer peut-être ce deuxième temps d'échange, le temps que tout le monde monte sur scène et qu'on tourne entre intervenants, un petit point sur ce réseau des acteurs des démarches alimentaires qu'on anime, nous, à Pays-et-Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2019, en fait, nous travaillons vraiment aux côtés des collectivités, des territoires, et moins des acteurs économiques et des filières. On en reparlera sûrement avec France un peu plus tard, à travers toute la Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les projets de relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation. On agit avant tout par de la mise en réseau, de l'échange de pratiques, de l'échange d'expériences. Et à travers notre action, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est aider les territoires, aider les collectivités à mieux identifier les acteurs agricoles et acteurs économiques sur leur territoire pour favoriser des projets plus collectifs qui vont plus loin et qui alimentent plus toutes ces politiques publiques autour de la relocalisation. Concrètement, on organise des ateliers, des groupes de travail, on essaie de mettre en avant compétences et expertise de tous les acteurs de terrain qu'on a la chance de croiser, qu'on a la chance d'avoir dans notre belle région. Et donc, vous avez un beau panel sous les yeux ce soir pour ce NAPéro. L'objectif final de toute cette animation qu'on mène, c'est vraiment de tendre vers des systèmes alimentaires territorialisés, c'est-à-dire vraiment une mise en lien et une collaboration concrète entre tous les acteurs alimentaires dans les territoires pour
un meilleur partage de la valeur ajoutée qui sort de ces circuits alimentaires-là, et surtout un meilleur accès à tous à une alimentation saine, durable et de qualité. Ceci dit, on va pouvoir commencer. Je vois que tout le monde est sur scène. Non, il nous manque Marie-Hélène. Marie-Hélène, si vous pouvez remonter sur scène. Deuxième temps de discussion qui va nous amener tranquillement jusqu'à 20h et qui va nous permettre de discuter au-delà du concept de circuit court qu'on a exploré tout à l'heure. Essayer de voir concrètement ces circuits courts, comment ils s'organisent en fait sur le territoire. C'est quoi, dans les faits, sur le terrain, les circuits courts de proximité en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on reste avec Marie-Hélène Cazobon, avec Nathalie Corrade et avec Stéphane Marteau. Stéphane, si vous pouvez aussi remonter sur scène. Et nous accueillons 3 nouvelles personnes. Bernard Delhomme, vous êtes gestionnaire, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro, collègue de Nathalie Corrade, au demeurant. Quand Nathalie, elle parle à l'échelle des territoires et des systèmes d'acteurs, vous, en tant que gestionnaire, vous travaillez à l'échelle plus micro, celle des entreprises. On retrouve également Thierry Pousson. Vous êtes président de l'Association des coordonnateurs des groupements d'achat des établissements publics locaux d'enseignement. On appelle plus communément l'ASENA. En fait, on parle plus globalement des collèges, des lycées, d'un certain nombre de mairies avec lesquelles vous travaillez, vous nous en reparlerez. Et vous travaillez donc spécifiquement sur les questions de restauration collective. Et enfin, Franz Génaud, vous êtes vice-président de l'Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine, universitaire en géographie à Poitiers. Vous travaillez spécifiquement sur la question des magasins de producteurs avec la FIPAR, mais également sur les produits fermiers en tant que coordonnateur de la filière caprine régionale. Nous voilà donc tous réunis sur scène comme il faut. C'est parfait, on peut commencer. Je vous propose de commencer, Stéphane. Vous qui suivez, en étant à la région Nouvelle-Aquitaine, de nombreux projets, vous observez que les circuits courts, c'est quand même bien plus que la vente à la ferme ou sur les marchés. Il y a plein d'autres circuits qui sont en fait possibles de lancer en circuit court. Effectivement, c'est un vaste terrain de jeu, à la fois pour les acteurs de l'amont et à la fois pour les acteurs de l'aval. Moi, je vois Thierry Pousson là dans le coin en bas à gauche de mon écran, donc je vais commencer par cette partie de ce segment de marché. Il faut pas et surtout pas oublier la dimension de la restauration collective publique avec cette démarche de relocalisation des approvisionnements. Juste encore un tout petit chiffre, le nombre de repas annuels pour les collèges et les lycées de Nouvelle-Aquitaine, c'est 156 millions de repas. Et donc, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu qualitatif et de relocalisation. Donc, ça passe par du positionnement sur les réseaux de proximité, effectivement. On se doit également de citer la restauration privée. Donc, et une fois qu'on réunit ces deux secteurs, restauration privée et restauration collective publique et privée, ça nous donne tout un champ d'action potentiel qui est la restauration hors domicile. Or, il s'avère que vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant quelques décennies, c'est un segment de marché qui ne cesse de se déployer, de se développer, puisqu'on prend de moins en moins de repas au domicile. Et là aussi, il y a tout un enjeu en termes d'organisation, de structuration des circuits pour pouvoir faire en sorte d'optimiser les notions de coût, de répartition de la valeur, mais aussi pour faire en sorte que les produits soient accessibles logistiquement parlant, puisque de façon sous-jacente, il y a cette dimension de la logistique aussi à un moment donné. On se doit de citer également la grande et moyenne distribution, puisqu'il ne faut pas occulter cette dimension que représentent ces acteurs-là, qui font de l'approvisionnement local une part significative de déploiement de leur stratégie à aujourd'hui. Je peux aussi vous parler des concepts d'épicerie citoyenne, qui sont des concepts qui sont encore amenés à se déployer, des solutions plutôt nouvelles, où le citoyen et les consommateurs ont envie d'avoir leur mot à dire aussi dans la logique de circuit de distribution et d'approvisionnement.
il faut aussi parler de l'offre des industries agroalimentaires, puisqu'il y a un fort enjeu à ce niveau-là. Je fais le lien avec la restauration collective publique, où on voit une dynamique de volonté de relocalisation. Comme je vous le disais tout à l'heure dans mes propos introductifs, cette notion de résilience et de souveraineté a été renforcée par la crise par laquelle nous sommes encore concernés, et il va falloir que ça fasse partie des priorités de chacun au quotidien, pour faire en sorte de trouver une réponse à l'équation. Sur la dimension restauration privée et restauration publique, je me dois également de citer les systèmes de plateformes d'approvisionnement de la restauration collective, mais qui commencent aussi à se déployer sur la restauration collective, la restauration privée, pardon, où, à mon avis, c'est un acteur à part entière de la structuration des circuits courts. Et puis, enfin, pour terminer, comme je le disais tout à l'heure, avec le petit clin d'œil à Madame Cazobon, il y a toute cette mécanique de drive fermier et de marketplace qui sont en train d'émerger et qui sont amenés à se déployer sur les territoires, mais aussi d'une façon générale pour aller capter des parts de marché et aller satisfaire les consommateurs, pas forcément en proximité géographique, mais par rapport à la notion de proximité sociale, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup Stéphane pour ce petit panorama de tout ce qui est envisageable en circuit court de proximité. Vous avez tendu une perche à Marie-Hélène, justement. Marie-Hélène, en tant que représentante de la Chambre d'agriculture, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça change concrètement pour un producteur, en fait, d'être en circuit court? On sait que la Chambre d'agriculture essaie d'accompagner le développement des circuits courts de proximité. Elle propose des formations parce qu'en fait, c'est pas inné du tout pour un agriculteur, les circuits courts. Non, tout d'abord, ça doit partir d'une volonté du producteur de rentrer dans ce système de commercialisation parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs métiers en un. Il faut à la fois produire, transformer, récolter, transformer, vendre et il faut savoir faire tout. Donc, ça représente une charge de travail supplémentaire. Ça représente aussi peut-être un besoin en main-d'œuvre qui n'est pas forcément identifié au départ d'un projet. Mais en tout cas, quand un porteur de projet souhaite développer ce système de production, bien sûr, au niveau de la Chambre d'agriculture, au niveau de l'accueil, du point accueil, installation, transmission, on va lui présenter les démarches à suivre, bien sûr, mais surtout, on va essayer de cibler le projet qu'il a pour vraiment identifier ce qu'il faut vraiment, ce sur quoi il faut l'alerter. Et souvent, dans ce type de projet-là, c'est le besoin en main-d'œuvre qui est sous-estimé. Et quand on a plusieurs tâches à effectuer, les journées ne font que 24 heures pour tout le monde, et la fatigue aidant, le temps passant, on peut s'user, on peut vite s'user sur ce type d'exploitation. En tout cas, tout d'abord, la volonté de l'agriculteur. Ensuite, effectivement, une étude de marché. Alors, quelle est la production sur laquelle il veut s'orienter? Là où les productions, parce qu'on peut, on peut trouver différents types d'exploitation. Donc, voir un peu si ça répond à un besoin local, sinon s'orienter plutôt vers à vendre à avoir un intermédiaire qui fera la commercialisation. Donc, c'est ça, il faut bien l'identifier. Et ensuite, effectivement, les formations qui vont lui permettre d'acquérir de la compétence, de l'expérience, de la technique, aller se former chez quelqu'un, peut-être l'orienter, l'amener à aller rencontrer d'autres agriculteurs. Ça, c'est important. C'est quelque chose que nous faisons souvent avec des jeunes agriculteurs pour essayer de montrer vraiment ce qu'est le travail réel, ce que ça représente en temps de travail. Et ce dont aujourd'hui nous avons besoin et ce que nous sommes en train de récolter, c'est bien souvent des données économiques. Parce que notre rôle en tant que chambre d'agriculture, c'est de ne pas orienter quelqu'un vers quelque chose qui ne lui permettra pas de vivre derrière. Donc, on a besoin de s'assurer que l'orientation choisie par cet agriculteur va lui permettre de vivre de son travail et en tout cas de l'alerter par rapport, nous, aux risques que l'on voit. Ensuite, la décision finale, c'est lui qui va la prendre. Mais en tout cas, on aura mis vraiment l'accent sur les différentes problématiques. Et bien souvent, un producteur individuel, c'est difficile de fournir. Alors, il va fournir
le voisinage, le marché, une échelle un peu plus grande avec des réseaux sociaux, avec de la communication ciblée, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, quand on veut répondre à des demandes au travers d'appels d'offres que sont pour la restauration collective et la restauration hors foyer, c'est souvent beaucoup plus compliqué pour un agriculteur. Alors, il y a des plateformes, hein, vous avez parlé, alors je vais citer celle que j'ai dans les Landes, c'est AgriLocal. Mais ce qui fait bien souvent défaut à ces plateformes, c'est la logistique. Parce que entre un producteur indépendant qui va produire et le destinataire final qui peut être une cantine, qui peut être un restaurant, il y a bien souvent un produit brut qu'il faut soit transformer, soit en tout cas livrer. Et du coup, il y a tout cet intermédiaire-là qui est difficile pour un producteur seul. C'est pour ça que bien souvent, il vaut mieux travailler en réseau et travailler avec d'autres agriculteurs. Et bien souvent, ce sont les entreprises locales ou coopératives qui fournissent la restauration au foyer parce que par rapport à la quantité, vous avez cité le nombre de repas hors foyer hors domicile qui c'est un nombre très très important. Donc pour des producteurs indépendants, c'est très très difficile de répondre à ce type d'appel d'offres parce que par rapport à la quantité, au volume nécessaire, et c'est là où il faut trouver des alliances, des regroupements, travailler ensemble et de cette façon-là permettre aux agriculteurs de pouvoir aussi satisfaire ces marchés. Et c'est ce que nous travaillons, nous, au niveau de la Chambre régionale, en lien, en tout cas faire des groupes de travail avec les agriculteurs qui souhaitent s'orienter vers la restauration privée, vers la restauration publique, ou alors travailler avec les grandes surfaces. Voilà, pas les grandes enseignes, mais vraiment le local. Ce qu'on peut appeler, alors je ne veux pas reprendre un terme, je vais le prendre, mais ce n'est pas dans ce sens-là, des alliances locales avec des magasins, des grandes surfaces et qui sont prêts à accueillir des producteurs. Alors, on reprendra peut-être sur la partie restauration collective avec Thierry un peu après. Pour continuer et conclure sur vraiment la partie producteur, merci beaucoup Marie-Hélène. De votre côté, France Génaud, vous suivez de nombreuses dynamiques de producteurs en circuit court. Peut-être que nous pouvons profiter de votre présence pour parler un peu plus des produits fermiers et des magasins de producteurs. Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi je travaille sur la filière des fromages de chèvre, en particulier sur la région et également sur les magasins de producteurs. Mais peut-être avant de commencer, pour illustrer à partir de ces deux exemples, redire un mot de l'histoire récente en fait de l'évolution de la distribution et de la production en France. Pardon. Parce qu'en fait, des circuits courts et de proximité, on en faisait jusque dans les années 60 pour 100% de la distribution pratiquement de ce qui se faisait en France, puisque les grandes surfaces sont nées au début des années 60. Et c'est intéressant de se le redire parce que c'est une histoire quand même assez récente et on redécouvre aujourd'hui les circuits de proximité et les circuits courts, comme l'a décrit Nathalie Corrad tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'historique et de très, très fréquent avant cette période des années 60. Pour illustrer la diversité de ces circuits, ça a été évoqué par Stéphane Marteau et Marie-Hélène Cazodon à l'instant. Nous, on a fait une photographie sur les producteurs de fromage de chèvre au niveau régional. Ils sont 300, des producteurs fermiers. Et on s'aperçoit qu'en fait, leur stratégie de distribution est assez différente, à la fois sur la quantité des produits distribués et sur les volumes qui sont distribués pour chacun de ces circuits. Pour illustrer, on s'est aperçu par exemple que les marchés, les ventes à la ferme, les épiceries représentaient en moyenne 70 à 80% des producteurs étaient sur ces circuits-là. Les restaurateurs, les magasins de producteurs, les AMAP, ils ne sont qu'à peu près 30% des producteurs de fromage fermier à être présents sur ces circuits-là. Et puis les grandes surfaces, les grossistes, la restauration hors domicile, ça a été évoqué également, ils ne sont plus qu'une vingtaine de pourcents à être dans ces circuits-là. Donc on voit qu'en fait les stratégies des producteurs sont différentes selon les circuits retenus. Et de la même façon, si on zoome encore sur ces résultats, on s'aperçoit que la restauration hors domicile qu'évoquait Stéphane Marteau à l'instant, par exemple sur les fromages de chèvre, ça ne représente en volume qu'à peine 3-4% des volumes de fromage de chèvre produits par les producteurs sur la région, ce qui veut dire qu'il y a un énorme potentiel de développement, même si on peut
s'apercevoir qu'il y a des freins en fait à ce développement-là. Mais malgré tout, sur la distribution publique, pour l'instant, on a assez peu de distribution qui se fait des producteurs, alors qu'ils sont essentiellement sur les territoires à peu près partout. Et une partie des freins ont été évoqués juste avant. Et de la même façon, quand on repère en fait le profil des producteurs fermiers, on s'aperçoit qu'il y a différents profils, notamment sur la question de la taille des exploitations. Et en fonction de cette taille, on va avoir des distributions qui vont se faire plutôt de proximité ou plutôt sur des circuits qui vont être plus longs, comme l'évoquait Nathalie Corrade tout à l'heure. Ainsi, on a des producteurs fermiers qui fournissent, enfin leurs clients sont 100% soit des GMS, soit des grossistes, et donc des fromages fermiers qui partent à l'échelle régionale au minimum, voire nationale et même parfois à l'international. Inversement, les petits producteurs vont être principalement sur les circuits locaux, des circuits de proximité, donc les marchés, la vente à la ferme, et ça suffit en fait à leur commercialisation. Donc pour nous, c'est intéressant en fait de repérer plus finement les différents circuits qui peuvent exister et également les stratégies que mettent en place les producteurs fermiers. Une deuxième initiative également, c'est vrai que les producteurs se sont réunis depuis quelques années, on voit naître des magasins de producteurs, où les producteurs se réunissent pour vendre dans ces magasins leur production. Au niveau régional, par exemple, la FIPAR a identifié à peu près 80 magasins de ces producteurs fermiers qui existent sur l'ensemble des régions, mais avec des différences selon les territoires. On en a à peu près 19 sur la Dordogne aujourd'hui. On n'en a que 6 en Gironde, par exemple, inversement, alors que la population est plus importante. On n'en a que 1 ou 2 en Creuse ou en Corrèze. On en a une quinzaine dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, on voit là aussi que selon les territoires et selon les profils des consommateurs et des producteurs, on va avoir des stratégies de distribution par les magasins de producteurs qui peuvent être différents. On a identifié aujourd'hui que la dynamique qui existe sur ces magasins permettrait encore de développer ces magasins, et on imagine plus de 100 millions d'euros qui pourraient être commercialisés par ces nouveaux magasins qui pourraient naître sur ces différents territoires de la région. Une troisième initiative également, ça a été évoqué par Stéphane Marteau, mais c'est vrai que les plateformes numériques se sont beaucoup développées avec le Covid. On peut évoquer le travail qu'a fait l'ANA sur une plateforme solidaire de mise en relation des producteurs et des consommateurs. Je vous invite à la découvrir sur le site de l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est vrai, je le dis, d'autres intervenants l'ont évoqué, le numérique est vraiment une nouvelle stratégie de commercialisation et de mise en relation des producteurs et des consommateurs. Ça va sans doute continuer de se faire. Il y a la question logistique, ça a été évoqué, qui est importante, mais on peut supposer que la commercialisation numérique va continuer de se poursuivre également. Voilà. Merci beaucoup, France, pour ce petit tour qu'on vient de faire. Peut-être Thierry Pousson, vous souhaitiez nous parler de ce que ça implique sur l'adaptation des modèles d'achat. On a une question de Pierre Leroux qui nous dit oui, la restauration collective, certes, mais les marchés publics, on voit que c'est compliqué aussi pour les producteurs. Comment s'adapte la commande publique pour être plus accessible aux producteurs? Bonsoir à tous. Donc, alors je vais essayer de répondre à cette question épineuse. Simplement, effectivement, sur cette table ronde, sur les circuits courts, on a depuis de nombreuses années une pression citoyenne pour que nous puissions acheter local, bio et durable. On travaille donc forcément avec les exécutifs locaux et les décideurs politiques qui souhaitent que la commande publique soit vraiment désormais un vrai levier pour un approvisionnement de proximité. Donc pour nous, déjà le code de la commande publique n'est pas un frein, et la structuration des groupements de commandes tels qu'on l'a porté peut permettre malgré tout de répondre à cette question. Donc comment adapter finalement nos marchés, puisque Stéphane Marteau tout à l'heure a parlé, effectivement notre association à nous pour l'instant, elle représente à peu près 60 millions de repas par an. Comment sur un tel volume pouvoir s'adapter à une offre locale? Donc effectivement, on a mis en place collectivement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc par territoire, des groupements de commandes avec 2 techniques en fait. Alors ce qu'on appelle un allotissement géographique, un allotissement technique. Alors je m'explique, pour pas que ce soit trop technique. Sur un groupement de commandes, on prend en compte les besoins de l'ensemble de nos adhérents par famille de produits. Et à partir de là, en fait, il y a un vrai travail de connaissance de son territoire
de connaissance de ces producteurs. On va démarcher ces producteurs, ces groupements de producteurs, les coopératives, et on va voir effectivement quel est le potentiel local. Ce potentiel, on va essayer de l'analyser, voir les contraintes de chacun, et à partir de là, effectivement, avoir une réflexion sur quelle est la durée de marché sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir s'appuyer sur des labels, notamment le label fermier ou d'autres labels Egalim. Et après, effectivement, derrière, on va travailler aussi par rapport au cycle de production du produit. Donc, l'idée, c'est déjà une adaptation technique. Forcément, si dans un même lot de viande, vous mettez des produits sur lesquels le producteur ou le petit groupement de producteurs ne peut pas répondre, il sera automatiquement écarté. Donc, c'est avant tout une connaissance fine de son territoire. Et donc, cette connaissance fine, on le fait par rapport à des rencontres successives, à des rencontres départementales qu'on a mis en place. Un travail de fond. Première chose. Et après, naturellement, vous vous rendez bien compte que sur un territoire, lorsque vous fédérez une centaine d'acheteurs avec des forts volumes, vous n'allez pas pouvoir, si vous ne vous adaptez pas, vous ne pourrez pas faire en sorte que cette commande locale puisse accéder. Donc, du coup, on va faire ce qu'on appelle un allotissement géographique. C'est-à-dire que si vous avez un lot de viande fraîche en bœuf veau, mais plutôt que le porter pour une centaine d'adhérents, vous allez diviser votre territoire par zone géographique et du coup, vous allez multiplier ces lots. Ce qui veut dire que les petits groupements de producteurs vont être à même de pouvoir répondre sur un ou deux territoires, là où avant, ils étaient complètement exclus. Donc, par ce biais-là, on arrive à faire depuis maintenant, alors sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, on va dire que depuis maintenant 4 ans, on arrive à faire émerger une vraie offre locale et à répondre à cette demande. Alors, je prends un exemple, je prends un exemple tout bête, par exemple, sur la partie Pays Basque, on avait un certain nombre de producteurs qui étaient sur de la culture de maïs et qui finalement souhaitaient s'orienter vers une culture de colza tournesol, puisque le but de cette culture, c'était à la fois de produire de l'huile de première pression de grande qualité, notamment pour la restauration scolaire, et en même temps de pouvoir utiliser le tourteau pour que leur exploitation soit moins dépendante, notamment d'un apport en soja pour nourrir le bétail. Donc, ces groupements de producteurs sont venus vers nous et nous ont expliqué la démarche. Mais au final, on a taillé un lot géographique pour ces producteurs. Forcément, ils sont soumis à la commande publique, mais par différents critères qu'on met en place, des critères d'approvisionnement direct, où on va effectivement avoir une connaissance fine de la traçabilité, de l'origine des produits, de toute la culture qui est mise en place. En mettant en avant ces critères-là, et en ayant un critère prix qui soit très très en dessous des critères qualité, on arrive à faire en sorte que ce groupement de producteurs va pouvoir accéder à la commande publique et du coup se développer et pouvoir créer comme ça par la suite, faire en sorte que d'autres producteurs les rejoignent. On a aussi un exemple sur la viande bio où effectivement là, on travaille sur un équilibre matière et on travaille soit avec des groupements de producteurs en s'imposant des contraintes de livraison, des contraintes où on va effectivement, entre guillemets, écouler une carcasse et non plus faire en sorte que 15 établissements demandent en même temps des steaks. Là, l'idée, c'est qu'on se répartit les morceaux. Il y a un intérêt pour ce groupement de producteurs puisqu'il va écouler des carcasses entières à un prix qui va être malgré tout intéressant pour lui. Et pour les établissements, on va avoir derrière un prix intéressant et un produit de qualité. Et donc, forcément, ça demande un travail et on ne peut pas tout avoir du premier coup. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, par territoire, on a eu une forte augmentation de l'achat local et de l'achat durable. L'action a porté ses fruits. L'action a porté ses fruits. Un des derniers exemples, c'est qu'on a mis en place, on est en train de mettre en place un lot. On a eu des discussions à la Chambre d'agriculture sur
sur l'agneau de lait, par exemple, dernièrement, sur l'agneau de lait des Pyrénées. Les coopératives sont venues nous voir pour essayer finalement d'étoffer un petit peu leur carnet de clients et avec la fermeture du marché espagnol. Et ils sont venus vers nous pour voir comment est-ce que les établissements scolaires pourraient faire partie de ce carnet de clients. Et donc, on est en train de mettre en place, là aussi, différents marchés sur les Pyrénées-Atlantiques. Ce travail-là, on le fait dans les différents départements. Et forcément, on ne peut pas tout faire tout d'un coup. Ça demande un vrai travail, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec les collectivités, on est en train finalement de changer un petit peu l'image de la restauration collective et de faire en sorte que beaucoup de produits, qu'une grande partie des produits faits maintenant correspondent à un approvisionnement local. Même si au final, même si on représente un nombre conséquent d'acheteurs et de forts volumes, on peut voir que s'il y a un vrai travail d'adaptation des marchés, on va être effectivement, alors, une petite solution, mais une solution quand même à ce qu'on puisse relocaliser nos approvisionnements et faire en sorte que finalement, sur la production de nos territoires, elle soit d'abord consommée en partie par nos jeunes. Un élément de la solution, donc, grâce à la restauration collective. Peut-être Bernard, pour conclure cette première moitié sur concrètement qu'est-ce que c'est. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de défis relevés. Mais pour avoir suivi vos cours à une époque, je sais de quoi je parle, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment l'importance de construire une nouvelle démarche à partir de l'existence, d'éviter un peu d'écueils beaucoup de choses. Je voyais même que vous aviez réagi là-dessus dans les questions. Oui. Je vois que l'heure de l'apéro s'avance, donc il faut quand même rester relativement concret et modeste dans les réponses. Je crois que tout le monde a un petit peu bien compris que derrière des mots qui sont déjà un petit peu compliqués, circuit court, circuit de proximité, il y a peut-être une première notion qu'il faut bien retenir, c'est de la diversité. Donc faire des circuits courts et faire des circuits de proximité, vous le voyez, il y a plein de situations diverses sur les territoires qui se passent. Et s'il y a des situations diverses, Franz le rappelait un petit peu tout à l'heure, c'est parce qu'on est en train de revenir à des choses qui se passaient effectivement il y a 50-60 ans, mais qu'on n'y revient pas exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les initiateurs un petit peu de ces circuits courts, finalement, on peut les ranger dans tous les camps de ces acteurs des circuits courts. Donc on a des producteurs d'un côté qui veulent effectivement retrouver ou du revenu ou un lien un peu plus on va dire conforme avec leur aspiration ou leur idée d'être agriculteur qui nourrit. On a des consommateurs qui sont aussi intéressés par éventuellement savoir d'où vient l'alimentation qui va aller dans l'assiette ou dans l'assiette de leurs enfants. Et on a des collectivités territoriales qui sont elles aussi éventuellement un petit peu interrogées sur l'avenir de l'agriculture de leur territoire et l'avenir de l'alimentation de leurs citoyens, et notamment eux aussi, ils commencent souvent par les enfants dans les écoles. Donc, ces acteurs-là, ils sont divers et ils sont tous aujourd'hui intéressés, voilà, et tout le monde l'a dit, de plus en plus, et bon, les crises sanitaires n'ont fait que rajouter effectivement un degré à ça, mais pour autant, ils n'ont pas tous exactement la même solution. Et quand ils veulent retrouver un lien producteur-consommateur, quand ils veulent retrouver une qualité de leur alimentation, une origine, bon bref, ils mettent en place voilà, des systèmes qui sont un petit peu différents. Et donc, c'est un petit peu la diversité qui fait ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, on dit il n'y a pas de recette miracle quand on veut se lancer dans les circuits courts, et il n'y a pas qu'une seule voie. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il n'y a pas qu'une seule voie, on est dans la diversité. Et j'aime bien cette notion-là parce que la diversité, c'est la richesse du monde un petit peu quand même. Hein. Et donc ça vaut aussi dans les circuits courts. On le rappelle beaucoup dans l'environnement. Ouais, dans une école d'agronomie comme la nôtre, ça fait quand même partie des choses qu'on véhicule. Mais finalement, ça vaut aussi pour nos phénomènes un petit peu socio-économiques parce que la diversité, voilà. Je pense qu'une grosse différence aussi avec ce qui se passait peut-être avant, on n'est plus forcément en confrontation de modèles. C'est-à-dire on n'est pas... Quand on défend, entre guillemets, ou on essaye de promouvoir les circuits courts, on n'est pas en train de dire que c'est ça qui va remplacer tous les circuits alimentaires sur la planète. 75% des gens qui vivent en ville, on sait parfaitement que effectivement la notion de circuit court, elle a peut-être du mal à aujourd'hui être généralisée au sens où on observe la diversité sur les territoires. Bon, mais néanmoins, la deuxième chose intéressante à dire à partir de ça et de partir de cette observation un peu générale, c'est qu'effectivement, si les initiatives sont multiples et variées sur le territoire, elles ont du coup des formes tout à fait différentes et elles ont des portées aussi tout à fait différentes. Et là où elles deviennent importantes, c'est justement quand elles réussissent à s'installer un petit peu sur les territoires pour faire voilà, un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon des systèmes alimentaires, c'est-à-dire des circuits alimentaires qui sont enracinés dans le temps, qui vont durer, qui ne sont pas simplement là par effet de mode ou parce qu'il y a eu un problème particulier
particulier de rupture d'une chaîne alimentaire comme c'était le cas l'année dernière, mais vraiment qu'on s'installe dans un changement de comportement. Et c'est là que du coup, on recroise, voilà, encore une fois de la diversité, parce que cette façon de faire, elle n'est pas forcément toujours la même non plus. Par contre, faire réseau, voilà, faire système, ça devient quelque chose d'assez important et d'assez fondamental. Et du coup, la troisième idée que je voulais donner par rapport à cette petite tour d'horizon là sur aujourd'hui partir de l'existant mais faire des projets, et bien on se rend compte quand même qu'il y a un acteur incontournable aussi qui est souvent nécessaire pour que ces systèmes-là ils marchent. Ben, c'est un petit peu un catalyseur, c'est un petit peu un animateur, c'est un petit peu un accompagnateur. Je sais qu'à PQNA, vous savez de quoi on parle, parce qu'effectivement, vous êtes aussi assez souvent sollicité. Ben, j'imagine que tous les collègues autour de la table, là, France, Thierry vient d'en parler, il est sollicité par des producteurs. J'imagine que dans les chambres d'agriculture, Madame Casebon, vous savez très bien de quoi on parle aussi. Même Stéphane Marteau à la région a dû en entendre parler. Voilà, on a besoin d'accompagnateurs. On a besoin de supporter aujourd'hui ces initiatives-là, parce que si elles démarrent bien des acteurs du territoire, eh bien, pour qu'elles continuent à exister, il faut vraiment qu'elles aient, entre guillemets, non seulement une reconnaissance, mais aussi un accompagnement. C'est du long terme. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain, c'est du long terme. Donc voilà, de la diversité, du réseau et de l'accompagnement, c'est peut-être des conditions importantes à mettre sur la table aujourd'hui pour expliquer et la diversité des initiatives et puis les chances qu'elles peuvent avoir de perdurer. Merci beaucoup Bernard pour cette transition toute faite. Après avoir fait donc là un petit tour de table sur en pratique concrètement qu'est-ce que ça veut dire de passer en circuit court et de proximité, on voit qu'il y a quand même un enjeu de fond qui est dans le faire ensemble, qu'on parle de producteurs, qu'on parle de circuits alimentaires, qu'on parle de territoire. On mesure donc cet enjeu du collectif dans ces démarches de circuit court et de proximité. Marie-Hélène peut-être, alors tous, je vais vous inviter pour cette partie sur le collectif à essayer de raccourcir le plus possible vos interventions pour respecter le timing qu'on s'était prévu. Marie-Hélène, pour les producteurs, collectivement, il y a quand même des changements. Vous souhaitiez nous parler de l'exemple des marques de la Chambre, notamment, qui vont donner une visibilité collective, justement, à des initiatives individuelles. Oui, vous parliez de réseau. Effectivement, le réseau des chambres d'agriculture porte des marques telles que Bienvenue à la ferme, BA, qu'on appelle BAF. Alors, c'est la petite fleur dans un panier. Donc, c'est une marque nationale, mais qui est déclinée régionalement, départementalement. Et donc, sous cette marque Bienvenue à la ferme, on peut trouver les drives fermiers, des magasins de producteurs également, et les MPP, les marchés de producteurs de pays, voilà, qui sont en train de maintenant de se remettre en place et qui accueillent, voilà, c'est plusieurs façons de la diversification pour les agriculteurs. C'est une communication commune, mais que l'on peut décliner, je vous l'ai dit, à l'échelle d'un département, d'une région. Et en tout cas, et du coup, voilà, la communication, ça permet d'amplifier. Et un touriste, quelqu'un qui va venir dans un département et qui va voir ce logo, cette marque, qu'il va reconnaître parce qu'il la connaît dans son département, ben, il sera peut-être plus attiré pour aller voir l'agriculteur ou le magasin qui est porté par cette marque-là. C'est de la communication en commun, mais ce sont aussi des actions, ce sont aussi effectivement recenser tout ce qui peut se faire sur les différents départements pour partager ce qui se fait, éviter de faire les mêmes erreurs. Si quelque chose n'a pas marché dans un département, ben, on va pas le reproduire à l'identique ailleurs. On va essayer de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné et du coup, faire des fiches actions qui vont permettre à chaque département de pouvoir trouver des solutions et l'appliquer sur son département. Travailler sur différentes thématiques, sur des formations dont les producteurs auraient besoin pour s'approprier certaines choses. Voilà, c'est être au service de ces agriculteurs-là. Alors, c'est une adhésion, mais en tout cas, derrière cette adhésion, il y a vraiment un retour qui leur permet d'être visibles, identifiés en tant que professionnels, responsables, formés à l'accueil, formés à la vente, formés à des pratiques pour travailler leur production. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui est mis en place dans tout le réseau Chambre d'agriculture et c'est aujourd'hui vraiment une reconnaissance pour les agriculteurs qui souhaitent adhérer à ce réseau-là. Je crois qu'on est très fiers de porter, porter ces marques-là parce que voilà, nationalement, elles sont reconnues et un peu partout on les voit, on voit fleurir la petite fleur et ça nous conforte dans le rôle que l'on a au travers de cet accompagnement de producteurs. Les circuits de proximité qui fleurissent dans toute la France avec la Chambre.
Thierry, vous qui travaillez beaucoup sur ces questions de restauration collective, qu'est-ce que ça change de travailler ensemble, justement, en 2 minutes? Alors, en 2 minutes, je vais juste revenir sur la définition du groupement de commande, simplement pour expliquer que le groupement de commande, c'est simplement un rassemblement de personnes publiques, de collèges, de lycées, de mairies, qui s'associent par une simple convention pour mutualiser leurs besoins et finalement passer un marché public qui va permettre de satisfaire les besoins de tous. Donc, ce groupement de commande et le fait de passer ces marchés publics, il y a quand même ce qui est important de dire, c'est que les groupements de commande, ils ne marchent que par le bénévolat des adhérents et par les personnes qui les portent. Et c'est surtout que ce sont des structures qui vont être complètement gratuites pour les agriculteurs, pour les coopératives. C'est-à-dire que la commande publique, elle a l'intérêt au moins d'être accessible sans que l'agriculteur ou les coopératives aient à payer un droit d'entrée ou autre. Ce côté des collectifs, il est important parce qu'il va surtout nous permettre, sur un territoire, de nous mettre autour d'une table, l'ensemble des décideurs, des acteurs, et dans le cadre de ce projet collectif, de faire émerger cette intelligence collective, où finalement, on va essayer de mettre un petit peu les égos de côté et se dire, voilà, sur notre territoire, tous ensemble, comment est-ce qu'on peut avoir une vraie démarche vertueuse, et toujours pareil, en faisant en sorte que chacun puisse à la fois être partenaire et se sente complètement acteur du sujet, par ce travail sur de l'allotissement ou autre. Je voudrais juste faire part d'une petite anecdote. Moi, je suis intervenu régulièrement sur les projets européens à Neuchâtel, en Navarre, où ils ont une restauration scolaire qui est complètement déléguée. Ils n'arrivent pas à retrouver cette souveraineté alimentaire qu'ils devraient avoir au niveau des exécutifs locaux pour faire en sorte de pouvoir que les producteurs de pays puissent venir dans cette restauration collective. Et en Nouvelle-Aquitaine et sur le territoire français, on a cette chance que sur nos territoires, on ait beaucoup de régies directes, beaucoup de restauration où on produit nous-mêmes. Et forcément, il faut profiter de cette structuration intelligente pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus en capacité de s'adapter à cette offre, avec l'accompagnement forcément de l'ensemble des acteurs et des collectivités et des chambres notamment, puisque l'idée, c'est que forcément, tout le monde a son rôle à jouer, aussi bien pour faire émerger une offre, et nous, de notre côté, pour arriver à ce qu'on structure une offre qui soit une vraie chance pour des groupements de producteurs. Et j'insiste une fois encore là-dessus, c'est que nos marchés sont accessibles aussi bien à une agriculture paysanne qu'à de grandes coopératives. Oui. Le seul but, c'est effectivement de la qualité et le plus possible faire en sorte qu'on revienne à un approvisionnement local. D'accord. Bernard, je me tourne vers vous. On le voit avec ce système de groupement de commandes. Quand on parle de collectif et de circuit court, on parle souvent de massification de l'offre. Il y a un enjeu pour faire des économies d'échelle, inévitablement. Pour vous, cette façon de structurer les circuits courts, les filières circuits courts, elle dit quoi? Elle ne dit pas tout. En tout cas, ça c'est clair. C'est-à-dire que d'abord, on l'a dit tout à l'heure, hein, la restauration collective qui est concernée par cette question dite de la massification ou de regroupement logistique des commandes, voilà. Elle concerne un type d'alimentation, d'une forme de circuit alimentaire bien particulière, et les circuits courts, ils ne sont pas tous embarqués là-dedans. Donc, une deuxième idée que je voulais donner, sans faire de grande digression, c'est qu'il faut de temps en temps quand même rester modeste, parce que quand on convertit ce que l'on mange dans une cantine en nombre de producteurs qui seraient susceptibles d'alimenter ces cantines, on est parfois surpris de la faiblesse à laquelle on arrive. Voilà. Des collègues en Bretagne l'avaient fait il y a quelques années, et puis on s'amuse à le faire un petit peu aussi si on faisait manger, je l'avais fait, alors mon calcul mériterait d'être vérifié, mais quand même, si on fait manger un yaourt par semaine à tous les enfants de collège de Gironde, schématiquement, voilà, en gros, ça mobilise 35 vaches. Donc 35 vaches, c'est à peu près un tout petit élevage. En Aquitaine, les élevages laitiers, ils font plus de 50 vaches laitières en moyenne, on n'est déjà pas dans des grosses structures. Voilà, donc il faut rester modeste. Bon, alors c'est un calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais il ne faut pas croire que du coup on va sauver toute l'agriculture en l'embarquant dans les circuits courts. Et il ne faut pas croire du coup dans les circuits courts à restauration collective. Et il ne faut pas croire non plus que du coup c'est très compliqué d'aller vers la restauration collective, puisque ça va demander de rassembler des masses et de faire des trucs logistiques. Non.
En général, c'est pas si important que ça. Et je pense que Thierry ou France ne me contredirait pas, peut-être même Marie-Hélène non plus, sur quand on veut faire du local. Des fois, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de faire du lien direct. Monsieur le sénateur le disait tout à l'heure, envoyer des légumes à Paris pour les renvoyer en Lot-et-Garonne, c'est parce qu'on a fait de la massification. Parce que finalement, on a regroupé de l'offre et puis à un moment donné, c'était plus facile pour les couler comme ça. Donc, bon, restons calmes. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc pour moi, le volume n'est pas forcément, donc le volume qui mérite d'être assemblé, c'est pas forcément le seul problème qu'on rencontre dans les circuits courts. Et en général, les centrales comme celle de Thierry traitent plutôt bien le problème aujourd'hui. Deuxième chose, attention, je trouve, on est un peu naïf parce que de temps en temps, voilà, on fait un peu les faux naïfs. C'est pas parce tout le monde s'intéresse aujourd'hui au circuit court que derrière, il n'y a pas quand même des modèles agricoles, qu'il n'y a pas des modèles agroalimentaires, qu'il n'y a pas des modèles de consommation qui sont éventuellement antagonistes, qui sont un petit peu en compétition malgré tout quand même. Donc, je vais l'illustrer avec le petit propos qu'on a souvent, nous, sur quand il y a le débat dans une cantine sur est-ce qu'il faut bio ou est-ce qu'il faut local quand on ne peut pas avoir les deux. Parce que ça arrive qu'on ne puisse pas avoir bio et local, ce qui est l'idéal visé éventuellement par beaucoup de familles. Eh ben, peut-être que nous, on serait sur une position de dire aujourd'hui, il faut peut-être mieux commencer par le local, parce qu'effectivement, on n'a pas la solution complète pour avoir le bio qu'on voulait, mais au moins, on travaille à l'économie locale, on travaille au développement territorial, et rien n'empêche, avec une démarche d'amélioration, de convaincre petit à petit un producteur qui resterait avec son découlement local à se convertir ou à se mettre à faire de la production bio parce que du coup il a un débouché qui est tout trouvé avec pourquoi pas la restauration collective. Donc attention à l'angélisme qui consisterait à dire que si on est capable de faire aujourd'hui de l'offre massive de bio sur le territoire, alors on fait du développement territorial. Voilà, nous développement local, ça me va bien ce qu'a dit Thierry, et souvent le développement local ça commence petit. Donc il ne faut pas avoir peur du petit. Le petit n'est pas un opposé au développement territorial. On voit qu'il y a quand même de nombreux débats qui restent en suspens. France, pour vous, ces acteurs des filières aujourd'hui, ils ont un besoin de mieux travailler ensemble, de mieux se comprendre. Je vais vous demander à tous de faire rapide parce que le temps file. Ah, France, on ne t'entend pas. Faut que tu mettes ton micro, France. Pardon. Oui, c'est vrai qu'on l'entend, il y a plusieurs initiatives collectives. Je vais en citer d'autres. Il y a eu Bienvenue à la ferme qui a été cité. On a évoqué la question des magasins de producteurs. Il y a des groupements de producteurs qui s'organisent. Je pense en Deux-Sèvres, la Resalis qui fait de la logistique, donc qui distribue aujourd'hui sur des plateformes pour rapprocher en fait les producteurs des consommateurs. J'ai envie d'évoquer également le collectif fermier en 64, qui est une initiative un peu originale qui regroupe en fait des structures qui s'intéressent à la production fermière et donc à la distribution. Derrière toutes ces initiatives, et je rejoins complètement ce que disait Bernard sur la question, ce que tu disais sur la question de diversité et de réseau, je crois qu'on a un besoin en fait aujourd'hui de rapprocher plus encore, de faire de l'animation, tu l'as dit, de ces groupements, de ces initiatives, qu'elles soient collectives ou individuelles, et on a besoin de le faire à l'échelle régionale aussi. Je pense que l'échelle géographique est importante. Toutes ces initiatives sont à des échelles souvent infrarégionales, locales, départementales, communautés de communes, mais je pense qu'on a vraiment besoin de renforcer notre ingénierie à l'échelle régionale. Zoé, tu présentais tout à l'heure le travail que vous faites à PQNA. Vous le faites énormément sur la question, sur l'approche territoriale. Je pense qu'on a besoin d'amplifier ce travail-là aussi à l'échelle des filières et de croiser ces approches de développement tant territoriales, comme les programmes alimentaires territoriaux, mais aussi sur des approches de filières, quelles qu'elles soient, et à l'échelle régionale. Donc moi, mon message, il est assez succinct et rapide. Je pense que c'est ça dont on a besoin, c'est d'une gouvernance qui soit plus forte à l'échelle régionale aujourd'hui et qui implique à la fois des approches territoriales mais aussi des approches de filières. Et pour ça, effectivement, comme le disait Bernard encore une fois, on a besoin de plus de moyens, je crois, et de renforcer notre travail. Je en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais sur, par exemple, le développement du pacte alimentaire régional. Merci, France. Nathalie, nous sommes virtuellement dans la maison de la Nouvelle-Aquitaine, basée à Paris. Et à côté, je pense que tous autour de la table, on a déjà été amenés dans nos travaux à aller au fin fond des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Vous qui travaillez beaucoup avec les territoires, Nathalie, il y a une différence entre le milieu urbain et le milieu rural quand on parle de circuit court? J'allais dire, oui, il y a une différence entre le milieu urbain et le milieu rural. Alors, de façon absolue, circuit court urbain ou circuit court rural, ça ne change pas grand-chose, dans le fond. Par contre, la question, elle est super importante parce que, ouais, bien sûr qu'il y a des différences. En fait,
en fait, voilà, les circuits courts et de proximité, voilà, c'est quand même effectivement le fait de faire en sorte, Madame Cazobon l'a rappelé, et puis d'autres aussi, de faire en sorte que les agriculteurs ils puissent mieux valoriser leurs produits, plus récupérer la valeur ajoutée, mieux vivre de leur métier. Et donc, ce sont les agriculteurs. Or, jusqu'à preuve du contraire, quand même, les agriculteurs, ils sont encore très localisés, plutôt en milieu rural qu'en milieu urbain. Oui, mais bon, les débouchés des circuits courts et de proximité, eux, ils sont plutôt localisés en milieu urbain. Donc, en fait, la question des circuits courts et de proximité, c'est une question quand même sacrément importante sur la relation entre l'urbain et le rural, parce que, alors, nous, on travaille là-dessus, dans le cadre de programmes de recherche. Alors, à la fois sur le sujet des circuits courts et de proximité, mais aussi sur les questions, Monsieur Gillet en parlait, et ça nous tient à cœur, nous, ici à Bordeaux Sciences Agro, sur les sujets autour des projets alimentaires de territoire. Voilà, pourquoi ? Parce que, en fait, la ressource agricole, elle est plutôt, ou alimentaire, agri-alimentaire, on va dire, elle est plutôt en milieu rural, et les mangeurs, ils sont plutôt en milieu urbain. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a quand même il y a deux choses au moins importantes sur la relation urbain-rural, c'est que ça peut réconcilier donc l'urbain et le rural. Alors, je dis réconcilier, je risque de choquer en disant ça, parce que je suis en train du coup de dire qu'il y avait une guerre entre l'urbain et le rural. Enfin, quand même, il y a une histoire quand même passée entre l'urbain et le rural qui montre que petit à petit, l'urbain voilà, a prélevé sur ce qu'on peut appeler des terres nourricières et du coup a fait reculer petit à petit cet espace agricole et nourricier. Et donc le rural, il est parfois réduit un petit peu à peau de chagrin. Si on regarde la Gironde et qu'on regarde les statistiques de l'INSEE, le territoire girondin, statistiquement, il est quasiment plus rural. Et donc il est en majorité urbaine. Donc le résultat de ça, quand même, de ce constat-là, c'est que on a la ressource alimentaire qui est en milieu rural et on a les gros débouchés qui sont en milieu urbain, et ça pose deux problèmes, enfin deux questions. La première, c'est ça peut réconcilier urbain-rural et donc parce que ça les remet en lien. Oui, mais ça crée de la tension. Et pourquoi ça crée de la tension ? Parce que par ailleurs, il y a compétition sur la ressource alimentaire, parce qu'il y a des gens quand même en milieu rural. Et donc, si effectivement les circuits courts et de proximité, ils sont plutôt pour les populations urbaines, ça pose la question dans certains territoires ruraux de pouvoir avoir accès aussi en circuit court et de proximité à de la nourriture qui est issue du milieu rural. Donc, ça crée de la tension sur la ressource. Donc, il y a des tensions aujourd'hui sur ces sujets-là entre l'urbain et le rural. Et par ailleurs, c'est clair que ça pose la question, Franz parlait de gouvernance tout à l'heure, mais la gouvernance, c'est aussi une gouvernance qui allie les acteurs ruraux et les acteurs urbains dans la capacité, effectivement, à fournir de l'alimentation à l'ensemble de la population. Et je vais rajouter juste un dernier point, c'est que quand même, et la crise Covid l'a en plus largement enraciné, il faut être clair, il y a des tas de travaux aujourd'hui qui montrent bien qu'il y a une sacrée différence dans l'accès à de l'alimentation en circuit court et de qualité en milieu rural et en milieu urbain. Voilà. Donc, et du coup, cette différenciation, il y a une inégalité d'accès. Donc, au profit du milieu urbain. Tout s'organise en milieu urbain, tout est en milieu urbain et beaucoup moins en milieu rural. Donc, ça, c'est une vraie question pour nous aujourd'hui de faire en sorte que ces systèmes-là, ils soient aussi mis au service des populations qui sont du milieu rural. Merci. Oh là là. Oh, c'est bon, j'étais déconnectée. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Peut-être Stéphane, vu le timing, peut-être que le petit message concernant les partenariats publics-privés indispensables, ça peut passer dans votre mot de la fin. Je passe la parole du coup à Colline pour ce fameux mot de la fin. Oui, super. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Donc, pour finir, un petit dernier tour de table avec un mot par personne, votre petite conclusion sur quelle perspective sur les circuits courts de proximité, un message à faire passer. Stéphane, je vous donne la parole pour peut-être conclure sur la partie de Zoé et votre mot de la fin.
Moi, je rebondis à 100% sur les propos de Nathalie, avec cette absolue nécessité de superposer les notions de bassin de production et les bassins de consommation. À partir du moment où on aura trouvé l'articulation pour, d'un côté, faire en sorte que la valeur ajoutée que les urbains, les périurbains peuvent faire revenir sur les territoires et que les territoires puissent déployer toute leur force vive, je pense qu'on pourra tendre à prétendre que, potentiellement parlant, la ruralité pourrait être l'avenir de l'humanité. Voilà, très court. Super, merci Stéphane. Ensuite, Nathalie Corrade. Alors, de toute façon, moi, ça va être très clair. Il faut que ça ait de l'avenir parce que sinon, je ne sais pas ce que je vais faire en recherche, moi. Hein. Donc, pour moi, les circuits courts et de proximité, les projets alimentaires de territoire, la reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, c'est un sujet d'avenir, c'est important, c'est une révolution, c'est un changement long et il est hors de question qu'on n'y travaille pas dessus. Voilà. Ok, super. Franzino. Eh bien, pour compléter ce que je disais à l'instant, moi je milite pour une politique de l'alimentation. En tant que vice-président de l'Agence de l'alimentation, je pense que c'est important de penser la politique de l'alimentation complémentairement d'une politique agricole de la région. Et je pense qu'il faut faire rejoindre les deux. Et peut-être le pacte alimentaire peut être le socle de ce développement-là, avec un PQNA qui se ressourcerait plein d'énergie et d'ingénierie pour faire ce travail, par exemple. Super. Thierry Pousson. Moi, simplement, ce que je souhaitais témoigner ce soir, c'est montrer que l'État, les collectivités, on souhaite être exemplaires en tout cas et participer à cette accélération de la transition écologique de l'alimentation et qu'on essaie de le faire tous les jours. Il faut être patient par rapport à nos résultats. Forcément, c'est pas la restauration collective qui va tout changer, mais on peut être un exemple. Et si on a fortement évolué, je pense que c'est un signe aussi pour tout le monde. Et je voudrais juste finir par rapport à ce qu'avait dit Franz tout à l'heure. La Sénat donc a signé le pacte alimentaire. Et effectivement, l'idée de la Sénat, c'est de structurer la demande sur la région Nouvelle-Aquitaine pour après, par territoire, pouvoir structurer une offre qui soit la plus locale possible. Merci beaucoup. Marie-Hélène Cazobon. Oui, non, je ne vais pas être très très longue, mais simplement circuit court, circuit de proximité, local, peu importe. Derrière tous ces termes, ce sont des agriculteurs qui ont choisi de travailler avec des systèmes de commercialisation qui sont peut-être différents, mais en tout cas qui sont tous fiers de leur métier, qui ont envie de vivre de leur métier, de faire vivre un territoire. Et c'est en cela. Et ensuite, c'est un travail collectif avec le conseil régional, les conseils départementaux, les comités de tourisme avec lesquels nous travaillons pour valoriser aussi nos filières. Donc voilà, un travail collectif, des agriculteurs fiers de leur métier. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut faire valoir au travers que je souhaite faire valoir au travers de cette table ronde. Merci de m'avoir convié. Merci beaucoup. Bernard Delhomme. Oui, alors très court aussi. On aime bien répéter à nos étudiants qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans l'action locale, mais il ne faut pas qu'ils oublient de penser global. Et je crois que c'est des slogans que vous avez déjà entendus. Et là, je rejoins Franz en disant, voilà, on peut travailler à la transition agricole de nos territoires pour donner de la pérennité et de l'avenir aux agriculteurs, mais on ne le fera pas sans transition alimentaire. Et il ne faut pas perdre de vue que ce que ça a aussi beaucoup amené pour nous là, à l'école d'agronomie, on était devenus très agricoles, c'est qu'il faut qu'on importe chez nous des questions alimentaires et des travails sur l'alimentation parce qu'on ne fera pas l'avenir d'une agriculture dite agroécologique sans s'occuper du modèle alimentaire qui est aussi catastrophique que l'agriculture industrielle. Donc il y a de l'avenir parce qu'après l'agriculture, on va s'occuper de l'alimentation. Et le dernier mot à monsieur le sénateur Hervé Gillet. Merci de me donner le dernier mot. Je ne pense pas l'avoir en tout cas. Tout simplement pour vous dire que c'est un sujet, on le voit bien, qui est très porteur. Il est vraiment très intéressant parce qu'il a un caractère structurant. Et en fait, ce sujet-là, je pense qu'il faut l'aborder aussi dans une logique de planification. Et c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'on y met de hier. Et dans cette logique de planification, il y a aussi une logique de subsidiarité. Ce concept qui est principalement européen, mais pas suffisamment défendu dans notre pays,
il est très important parce que le but du jeu, c'est d'aller aussi après au plus près de ceux qui sont en capacité de faire, mais en respectant aussi des niveaux d'échelle qui doivent être pertinents. Pour le coup, je trouve que la réflexion aujourd'hui au niveau des syndicats de territoire ou des pôles d'équilibre territoriaux, les PETR par exemple, est une réflexion assez intéressante parce qu'elle permet de mutualiser à l'échelle de communautés de communes, elle permet d'avoir un effet levier à une échelle territoriale qui est assez intéressante, tout ceci pour essayer de favoriser les circuits courts, les projets alimentaires territoriaux et dans une logique de moyens aussi à consacrer. Donc, à la fois la planification et la subsidiarité, ce sont deux éléments aujourd'hui qu'il faut vraiment travailler. Et pour conclure, dans une politique d'alliance, puisqu'on voit bien qu'avec l'ensemble des intervenants et des parties prenantes, pour arriver à travailler intelligemment, il faut avoir une politique d'alliance clairement affichée dans laquelle on ne peut que se retrouver et quelque part y trouver du plaisir. Merci beaucoup pour ce dernier mot. Et donc, je vous remercie tous d'être pour vos interventions. Merci à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine aussi de nous avoir confié cette animation. Rendez-vous pour le prochain apéro qui aura lieu sur la thématique de l'e-sport le jeudi 23 septembre à 18h30, qui sera co-organisé avec le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges dans le cadre du mois de Limoges Métropole à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. Donc ça, c'est pour la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Et côté PQNA, nous vous invitons à retrouver Nathalie Corrad et Bernard Delhomme en guest star demain matin pour la restitution du projet de recherche Perfecto. Zoé peut nous mettre un petit lien d'invitation dans le chat, parce que c'est même déjà fait. Et nous avons également une restitution d'ateliers et de stages sur les questions de développement économique et de PAT. Donc, vous êtes tous les bienvenus si ça vous intéresse. Un grand merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage à vous. Bonne soirée. Bonsoir. J'ai enlevé